Quitus fiscal, y a-t-il un blocus politique pour les candidats de l'opposition législative? La polémique semble plombée. Des figures de l'opposition l'ont décroché pendant que des leaders du camp présidentiel en sont démunis. Vol inaugural de Corsair au Bénin. Après 3 décennies d'absence, cette compagnie revient dans le ciel de Cotonou avec des tarifs hyper compétitifs. Bonne nouvelle pour les voyageurs et pour la destination Bénin. COP 27 de Sharm el-Sheikh, le sommet du climat en Égypte, enregistre une présence remarquable du Bénin. La délégation béninoise conduite par le ministre d'État de l'économie et celui des Affaires étrangères est allée défendre la position du Bénin. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. La compagnie française Corsair dessert à nouveau le Bénin. Après 3 décennies de nostalgie pour ses anciens clients, Corsair, ce sont des tarifs de vol hyper attractifs proposés sur l'axe Cotonou-Paris-Orly. Bonne nouvelle aussi pour l'attractivité de la destination touristique Bénin. Le vol inaugural a eu lieu hier. Parmi les témoins, nos collègues Ricardo Loïc-Pekou et Évariste Zouman. Aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, dans l'après-midi de ce mardi 8 novembre 2022. L'Airbus 330 se pose sur le tarmac. La compagnie Corsair effectue son vol inaugural au Bénin. Manœuvre, jet d'eau et les premiers passagers sont accueillis. Avec son vol inaugural Cotonou-Paris-Orly, Corsair confirme son ambition d'accroître sa présence sur le continent africain. Nous croyons au développement du Bénin et j'avais été très impressionné par tous les projets qui nous avaient été présentés donc sous l'égide du chef de l'État pour le développement économique et touristique du Bénin. Donc ces projets, nous y croyons, nous voulons nous y associer, nous voulons les soutenir. Nous avons fait un tarif spécial pour ce vol inaugural à 280 000 francs CFA et puis après les tarifs seront à 299 000 francs CFA seulement, 3 vols par semaine. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces tarifs extrêmement compétitifs, ils ne sont pas au détriment de la qualité de service. Cette nouvelle ligne permettra de soutenir le développement économique et touristique du Bénin et donne également des perspectives de croissance dans le transport du fret. Je voulais simplement me réjouir du fait qu'il y ait dorénavant au Bénin un nouvel opérateur économique qui plus est intervient dans un secteur qui est important dans le cadre des relations entre nos deux pays et qui favorise donc les relations entre la France et le Bénin. Je ne peux que me réjouir de l'intérêt de Corsair pour la destination Cotonou, la destination Bénin. Ceci va dans le sens de la vision du gouvernement qui, disons, fait du tourisme une véritable filière de développement. Donc ceci va accroître la desserte du Bénin et démocratiser destination Cotonou. La compagnie Corsair dessert le Bénin 3 fois par semaine. Avec Corsair, vous effectuez un voyage tout confort à des prix compétitifs. Les vols Corsair en direction du Bénin, une opportunité donc pour les voyageurs à petite bourse, marketing stratégique aussi pour le gouvernement qui veut stimuler la compétition aérienne et attirer les touristes sur la destination touristique du Bénin. Écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement. Avec Corsair, là aussi vous voyez l'ambition du gouvernement de favoriser une saine compétition entre les acteurs du trafic aérien pour permettre aussi aux Béninois qui veulent bien voyager parfois et qui, pour des raisons de coûts prohibitifs, y renoncent. La compétitivité ou la compétition qui va naître va faire certainement que, comme cela s'observe généralement en matière économique, les coûts vont être impactés dans le bon sens pour le consommateur, de sorte que nous pourrions ainsi incidemment favoriser de plus en plus de voyages en faveur de nos concitoyens, mais aussi et surtout en faveur de ceux qui viennent nous visiter et qui sont de plus en plus nombreux, qu'ils aient la possibilité de choix entre plusieurs opérateurs
du trafic aérien et qu'ils aient aussi éventuellement à faire des économies qu'ils viendraient ensuite injecter sur le marché local ici. Ce n'est que bonus pour notre économie et c'est pour ça que je vous invite souvent à regarder la démarche du gouvernement qui se veut vraiment holistique, prendre en compte tous les aspects qu'il faut, que l'on peut appréhender afin que les impacts recherchés soient au rendez-vous et en masse significative. L'ambassade de France au Bénin soutient les initiatives de valorisation de nos musées et sites touristiques pour le développement des territoires. Dans cette veine, Ouida, Abomey et Porto Novo ont bénéficié de l'appui du Fonds de solidarité pour les projets novateurs. À la cérémonie qui consacre la fin du projet à Ouida, Gilles Dansou et Bénédicte Possou. 3 communes, Ouida, Abomey et Porto Novo, ont bénéficié pendant 2 ans du projet de valorisation des sites et musées pour le développement des territoires. Un projet qui illustre le dynamisme de la coopération entre le Bénin et la France dans le secteur culturel. Un projet novateur qui a impacté positivement les communes bénéficiaires. Ce programme nous a permis, pendant le temps de sa mise en œuvre, de bénéficier des expertises d'un certain nombre de personnalités qui ont su mettre en valeur et révéler le potentiel culturel et touristique de nos 3 villes et qui aujourd'hui positionnent ces 3 villes comme des villes phares. Ce projet SMDT, dont l'objectif global a été de promouvoir un réseau d'acteurs du patrimoine et de la culture dans les 3 villes, a été structuré autour de 3 grandes composantes: l'éducation au patrimoine matériel et immatériel, l'animation des sites et des musées autour du patrimoine et de la culture vivante, l'appui aux entreprises de production et de diffusion de contenu. Le ministère en charge de la culture apprécie à sa juste valeur ce projet. À travers les investissements massifs et structurants consentis au cours des 2 derniers quinquennats que nous vivons, le Bénin confirme sa détermination à se positionner comme une destination de référence et un pôle d'investissement rentable. Dans ce cadre, notre pays s'attelle à mettre en place des infrastructures telles que le Musée international de la mémoire de l'esclavage à Ouida, le Musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, Méard à Abomey, le Musée international du Vaudou à Porto Novo et le Musée d'art contemporain de Cotonou. Révéler le Bénin à travers la culture et le tourisme, source de devises. Investissement, le Bénin en accueille par cet ainsi qui parle investissement, parle entrepreneuriat. On va en parler dans le sujet qui va suivre. Cotonou accueille ce mercredi la 2e édition du Forum international sur l'entrepreneuriat, une initiative de la délégation générale du Québec à Dakar, placée sous le thème vers un entrepreneuriat innovant. Ce forum est voulu comme une plateforme d'échange et de collaboration entre entrepreneurs. Daniel Ada et Amandine Aniabossou nous parlent ici de toutes les opportunités de ce forum. Cette rencontre entre experts en entrepreneuriat, incubateurs et entrepreneurs venus d'horizons divers vise à aider les jeunes à avoir une culture entrepreneuriale. Et le choix du Bénin pour accueillir cette 2e édition n'est pas fait au pifomètre. Le pays est un vibrant exemple en Afrique de l'Ouest des possibilités innombrables que permet la mise en place d'une communauté entrepreneuriale jeune et dynamique. Ce n'est donc pas sans raison que Cotonou peut aujourd'hui aspirer à se positionner comme un hub entrepreneurial et d'innovation. En tant que membre de la diaspora, nous avons eu la chance d'aller là-bas, voir comment les choses se font et on a une envie de venir faire une différence sur notre continent et c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on crée de la valeur et de la richesse. Des milliers de jeunes frappent à la porte du travail sans espoir chaque année. Le Forum international sur l'entrepreneuriat fournit des outils aux entrepreneurs soucieux de gagner en maturité. Ce forum qui nous réunit offre une formidable tribune pour explorer les opportunités qui existent, notamment en matière de numérique. Il permet également de partager nos expériences en matière de promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Au thème de ce forum, nous aurons abordé ensemble les questions d'entrepreneuriat innovant pour un développement durable, la manière dont les structures entrepreneuriales peuvent contribuer au développement de l'innovation en entreprise, des dispositifs d'appui financier et non financier pour la croissance et le développement des TPME, la transformation numérique des entreprises,
Et enfin, les défis et opportunités des jeunes et des femmes en matière d'entrepreneuriat. Un concours entrepreneurial est organisé dans le cadre de ce forum. Les auteurs des meilleures présentations seront accompagnés dans le développement de leurs idées d'affaires. D'un, l'entrepreneuriat, de deux, l'emploi. L'emploi, on en parle avec ce rendez-vous justement dédié à l'emploi organisé par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi à Porto Novo. Il s'agit de la 4e édition du Salon de l'emploi et des compétences. On fait le point des opportunités de cet espace d'offres avec Calvador Arwano et Nathalie Dorisoro-Labi. Demandeurs d'emploi, ils sont venus tenter leur chance au Salon de l'emploi et des compétences. Une initiative de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE qui offre l'occasion à de jeunes diplômés demandeurs d'emploi de rencontrer plusieurs entreprises prêtes à recruter sur le même espace, le même jour et en un temps record. Chacun veut profiter de cette journée pour décrocher son emploi. Il y a un intérêt manifeste. Je suis un peu triste parce que quand je vois le monde qu'il y a dehors, je sais que nous ne pourrons pas satisfaire toutes ces personnes-là. Ça me fend un peu le cœur, mais je garde un peu de joie qu'il y aura un petit nombre, ne serait-ce que les 2000 recherchés qui partiront avec un peu de joie. 60 entreprises demandeuses de compétences sont présentes sur le salon pour 2000 offres d'emploi immédiatement disponibles. Chers partenaires et chefs d'entreprise, comme vous le savez, l'occasion vous est offerte de faire vos choix ou d'enrichir votre base de données grâce au recrutement des jeunes diplômés que vous jugerez vous-même capables de vous servir. L'édition 2022 du SALEC à Porto Novo a donc permis à 2000 candidats à l'emploi de pouvoir valoriser leurs compétences et savoir-faire, tous domaines confondus, pour convaincre et se faire recruter sur les 6000 présents. Quitus fiscal, le sujet fait polémique. Y a-t-il un blocus politique pour les candidats de l'opposition aux législatives? La polémique semble plombée puisque des figures de l'opposition tenues par la rumeur pour des parias du quitus fiscal l'ont décroché pendant que des leaders du camp présidentiel en sont jusque-là démunis. Le sujet vaut le détour donc par ces temps électoraux. La Direction générale des impôts est accusée de toutes les manœuvres de blocage possibles. Qu'en est-il aujourd'hui à la lumière des révélations sur les canaux numériques? La rédaction fait le point sous la plume de Ricardo Loïc Pécou. Quitus fiscal, ce précieux sésame désormais obligatoire pour tous les candidats aux élections au Bénin. La délivrance du quitus fiscal reste un processus administratif aux contours purement techniques qui maintient la Direction générale des impôts dans une position impartiale. Il aurait justement fallu l'ingéniosité de cet important papier pour découvrir l'état du paiement des impôts par les acteurs politiques qui aspirent à occuper des postes de responsabilité. Certains acteurs de l'opposition, notamment ceux du parti Les Démocrates, clament n'avoir pas jusque-là reçu les quitus fiscaux. Et pourtant, de grandes figures de l'opposition, à l'instar de Léon Basila Rossi, Guy Mitokbe, Nouroudine Sakasale et bien d'autres, ont déjà obtenu leur quitus, alors que les allégations diffusées en boucle de façon virale sur les réseaux sociaux laissaient entendre que la Direction générale des impôts ne voulait pas leur délivrer la précieuse pièce fiscale. Ces dernières heures ont par ailleurs laissé comprendre que bien des leaders politiques soutenant les actions du chef de l'État sont privés du précieux document et la raison est toute simple. Ils ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc. Une situation bien en phase avec la rigueur affichée par le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, qu'il a d'ailleurs exposé récemment sur les antennes de l'ORTB. Et c'est visiblement la même rigueur administrative et l'application du principe d'équité et d'égalité de traitement qui vaut à certains acteurs politiques de l'opposition de ne pas encore disposer du quitus fiscal tant qu'il ne se serait pas mis en règle. C'est juste une question d'exemplarité de ceux qui sont appelés à diriger le pays, animer ses institutions et voter des lois qui vont s'appliquer aux citoyens.
Et il est à espérer que la Direction générale des impôts reste fidèle aux mêmes exigences éthiques dans le traitement des dossiers du fisc vis-à-vis de tout citoyen, quel qu'il soit. Devoir républicain oblige, et ce sera à l'honneur de cette importante administration du pays. Exemplarité oblige. Le processus électoral suit donc son cours, seul bémol, on l'a vu, le non-paiement des impôts par certains candidats a pour conséquence la non-délivrance du quitus fiscal. Une situation que dénonce l'ONG Foyer d'Amour. On écoute son président au micro de Jérôme Hongo, Ghislain Poguet et Benjamin Denayon. Ça s'entend même très mal que des gens qui aspirent à une fonction politique au plus haut niveau ne soient pas en mesure de payer, de s'acquitter de leurs impôts. Nous, à Foyer d'Amour ONG, nous condamnons ça, nous dénonçons ça et nous demandons au président de la Sénat, à tous les membres de la Sénat, de bien fouiller les dossiers, de s'assurer qu'effectivement les listes de candidatures réunissent ce qu'il faut effectivement. Sinon, à la moindre incartade, Foyer d'Amour ONG demande à la Sénat d'invalider les listes. Parce que c'est inadmissible que d'autres payent leurs impôts pour pouvoir nous représenter à l'Assemblée nationale et d'autres ne vont pas payer. Nous ne pouvons pas accepter ça à Foyer d'Amour ONG. C'est ce qui fait que nous donnons de la voix. Nous pensons que tout se passe très bien parce que, au regard des déclarations qui sont faites par les uns et les autres, au regard de ce que nous lisons sur les réseaux sociaux et des informations officielles, nous avons compris que la Direction générale des impôts est plus que jamais impartiale dans la gestion du processus qui conduit à la délivrance du quitus fiscal. Comment vous savez que vous avez des maisons, des immeubles, vous deviez à l'État, vous avez des voitures et vous êtes incapable de payer ces impôts et vous cherchez à aller vous asseoir à l'Assemblée pour avoir l'immunité parlementaire. Mais ça, c'est fini ça, on ne peut plus continuer avec ça dans notre pays. C'est avant, sous d'autres cieux et d'autres régimes, que nous avons suivi ça. Nous pensons que le moment est plus que jamais venu pour que l'assainissement dont on parle soit partout. Nous demandons au directeur général des impôts de veiller au grain, de fouiller encore les dossiers. C'est ça. On ne peut pas accepter ça. Les gens doivent payer leurs impôts. Celui qui aspire à une haute fonction politique doit s'assurer qu'il a payé ses impôts vis-à-vis de l'État. C'est clair. Et pendant ce temps, l'UPR, lui, cette formation politique plutôt a un souci à régler avec la pertinence de sa liste auprès de sa base électorale. Mettre donc la troupe en ordre de bataille pour une victoire assurée au soir du 8 janvier 2023. C'est la principale préoccupation des leaders de l'Union progressiste. Le renouveau, une séance d'explication s'est déroulée hier avec les candidats non retenus sur la liste de cette formation politique pour les législatives. Témoin Gilles Dansou, Jean Nombima. Depuis 1990, ce sont les élites économiques. Démarche pédagogique d'explication et d'information des leaders de l'Union progressiste, le Renouveau, face aux candidats non retenus de la 6e circonscription électorale en vue des législatives du 8 janvier prochain. Resserrer les rangs pour une victoire commune du parti. C'est dans la 6e circonscription électorale que nous avons reçu le nombre de dossiers le plus important sur toute l'étendue du territoire national. C'est un signe d'adhésion, plus que l'acte d'adhésion, à partir ou après la publication de la liste des candidats, il y a eu, on va dire, de la manière la plus familière, des mécontentements, des interpellations, des interrogations, qui sont légitimes. Une méthodologie bien inspirée et convaincante. On ne peut effectivement pas comprendre que les militants qui sont au quotidien sur le terrain auprès de nos compatriotes dans la défense des valeurs du parti, des intérêts du parti, ne puissent avoir la joie d'être, comme on le dit chez nous, d'être positionnés sur la liste de candidature. Ces frustrations sont légitimes. Ce que nous visons en venant ici,
c'est que cette frustration légitime ne doit qu'être circonstancielle. Le même exercice se fera dans les autres circonscriptions électorales. La finalité reste un meilleur score au soir du 8 janvier 2023. Graphiquement, la plus importante. On va à présent parler de la route bitumée Bassila frontière Togo, une réalisation qui s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Dassa-Savalou-Djougou, un projet très attendu par les populations riveraines et les usagers. Oseni Adeleke ou Wenceslas Aroimon pour le reportage. Nous sommes ici sur l'As Bassila Grand Carrefour, frontière Bénin-Togo. Une voie qui, il y a quelques années, était totalement impraticable, véritable calvaire pour les populations. Mais avec la bonne foi du gouvernement actuel, cette route est bitumée et la souffrance des usagers est complètement conjuguée au passé. Voilà, ce n'était pas comme ça. Mais comme ils ont venu arranger là, on les félicite. C'est bon. L'état de la voie actuelle, c'est bon. Avant, il y a tout partout. Surtout sur le carrefour, il y a des accidents tous les jours. Dans une semaine, au moins, on va enregistrer des cas d'accidents sur le carrefour. Mais maintenant, c'est praticable. Avant, ça ne se fait pas comme ça. Qui t'a passé là, à la frontière ici, tu peux faire au moins 1 heure de temps. La voie, tout est gâté avant. Cette réalisation s'inscrit dans le projet de réhabilitation de la route Dassa-Savalou-Djougou d'une longueur de 256 km avec 3 bretelles. Préqueté frontière Togo à 800 mètres. Bassila frontière Togo 4 km 300 et Bassila Manigri 9 km 300. Maintenant, dans 10 minutes, comme ça, 15 minutes, tu seras à la frontière ici. On a remercié les paysans. Alors, il y avait le caniveau seulement et c'était l'escalier. Maintenant, c'est le goudron, c'est propre jusqu'à la frontière. Je remercie le gouvernement parce qu'il a fait pour lui. Avec 5 minutes, on a déjà la frontière. On est content. Nous, on remercie notre président Talon d'abord parce qu'avant, on souffrait. Personne ne savait qu'il avait la voie là-bas. Maintenant, lui, il est arrivé. Il a fouillé, il a trouvé que la voie là, il faut qu'on va faire. Cette route qui se dresse désormais pour le bonheur des populations est donc la preuve que le programme d'action du gouvernement est résolument en marche dans ce département du Nord. Impact des infrastructures de transport sur la vie des populations, on en parle avec cette descente sur le terrain du maire de la commune de Ouida au chevet des populations de Akadiama. Elles sont victimes d'inondations et de dégradations de voies provoquées par les travaux de la digue de Adunko. Des mesures urgentes ont été prises pour les rassurer. Lénaïk Agbazaou, Igor Ayoso. Nous sommes ici à Adjovikodi, Akadiama, arrondissement de Paou, commune de Ouida. Impraticabilité de cette voie prise en sandwich par 2 étangs après les récentes pluies. Un phénomène cyclique certes, mais plus prononcé cette année. Les travaux sur le côté RNUE Kokukodi à Dunko ont créé un peu de désagrément de l'autre côté parce que il y a les matériaux, il y a le sable lagunaire qui est entreposé dans un lit, qui a bloqué le passage de l'eau. Vous ne pouvez pas passer, même si vous êtes en véhicule, la moto, c'est difficile, le passage est très difficile. L'eau qui prend les bonnes dames jusqu'au cul. Face au calvaire que vivent les populations, l'autorité communale n'est pas restée insensible. Accompagnée des techniciens de la société Sosia Satom en charge des travaux routiers à Ouida, des cadres du ministère des Infrastructures et des Transports et de certains membres du conseil communal, Christian Ruitino vient ici pour abréger la souffrance des riverains. Les solutions sont de 2 formes. La première, c'est d'abord de rétablir la voie de Akadiama pour permettre aux populations de circuler correctement. Et la deuxième solution, c'est de trouver une forme, une façon d'occuper, de trouver de l'espace pour que l'eau puisse facilement rester sans pouvoir abandonner et quitter son lit et inonder les salles, les rues et les maisons des populations. C'est sûr, c'est déjà la solution qu'on est arrivé à trouver et que le calvaire des populations s'arrête. L'eau doit couler, forcément l'eau doit couler. L'appel que va lancer la population est de pousser un ouf de soulagement parce que, comme le maire est descendu, avec les cadres du ministère des Travaux publics, une solution sera trouvée d'ici la semaine prochaine pour le bonheur de nous tous. Dans une approche concertée, les décisions ici prises seront traduites en actes.
Parole de l'édile. On l'a annoncé en titre, la 27e conférence des parties sur les changements climatiques. Le Bénin y prend part aussi, une part active d'ailleurs, avec une délégation conduite par les ministres Romuald Wadain de l'économie et des finances et son collègue des affaires étrangères Aurélien Abenossi. Le Bénin, comme la plupart des pays africains, défend une position commune, celle de la prise en compte des pertes et préjudices dans ces négociations. William Tchoki. Elle se tient dans une ambiance particulière, celle d'un climat surchauffé par les actions humaines et la crise en Ukraine. Un tournant décisif de prise de conscience. Tous les pays presque y sont. Le Bénin aussi, à travers une forte délégation conduite par le ministre d'État des Finances et son collègue des Affaires étrangères. À la COP27 de Sharm el-Sheikh, une question fondamentale est mise sur la table des négociations par les pays vulnérables. L'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques. Le montant qui est demandé aux États pollueurs est en deçà des réels besoins. Je notais tout à l'heure que d'ici 2030, pour financer nos besoins d'adaptation, il faut 86 milliards de dollars. Donc le montant de 100 milliards qu'on demande aux États par an, c'est une demande à minima. Et je pense qu'il est important que la voix de l'Afrique soit entendue sur ce plan-là. La pression monte. Elle est exercée partout par le réchauffement climatique, une douleur forte ressentie par les pays pauvres et ceux émergents. Mais on ne joue pas que les victimes dans la lutte pour l'adaptation. Il faut prendre des mesures nationales et le Bénin n'est pas parmi ceux des pays qui n'ont pas pris leurs mesures. Au contraire, c'est un pays qui assume cette responsabilité et la qualité de notre contribution au débat dans les divers groupes thématiques est là pour le démontrer. Dès 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a pris des engagements au niveau des réformes, des mesures et puis des stratégies qui ont été mises en place pour que le Bénin redevienne puits de carbone. Nous avons atteint cet objectif en 2020. Malgré l'atteinte de cet objectif, nous avons voulu augmenter nos ambitions en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Et ces ambitions sont traduites aujourd'hui dans notre contribution déterminée au niveau national. Après les maigres résultats obtenus à la COP26 de Glasgow, celle de Sharm el-Sheikh se révèle être un autre défi pour les pays du monde, celui de contenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés Celsius, malgré la crise énergétique actuelle. William Tchoki, l'œil environnemental de la rédaction envoyé spécial à Sharm el-Sheikh. Lutte contre la traite des personnes, cheval de bataille de l'Union africaine. L'institution continentale fait de la disponibilité des données fiables sur ce phénomène un agenda prioritaire. Une formation est initiée dans ce sens à Cotonou au profit des acteurs nationaux en charge de la collecte et du traitement des données statistiques. Koudous Abdoulaye nous en parle dans son sujet. Une place pour 2 ou 3, pourvu qu'il y en ait assez pour assister à ce rendez-vous de sensibilisation à la protection juridique et judiciaire des mineurs en matière sexuelle au Bénin. Dans une approche pédagogique de questions-réponses, l'orateur parle sans filtre aux filles du lycée de Ouida du viol et de la conduite à tenir en cas de viol. À son tour, la pédopsychiatre renchérit avec les conséquences physiques et psychologiques. Un message visiblement bien reçu. Attouchement, abus sexuels, grossesse précoce ou même viol, le sujet de la sensibilisation est resté le même de Ouida à Comé. C'est avec attention que les élèves du collège d'enseignement général 1 ont suivi la séance. J'ai compris qu'on doit se méfier des rapports sexuels, surtout en tant qu'élève. Ça a beaucoup de conséquences sur l'évolution à l'école. Je voulais lancer un appel à toutes mes amies, à tout le monde, que le fait de pratiquer ou bien de faire les rapports sexuels, ça engendre des conséquences. Pour le ministère de la Justice et ses partenaires
Wallonie-Bruxelles International et l'ONG La Pommeraye, l'initiative vise plusieurs objectifs. C'est d'abord de sensibiliser, c'est de faire connaître également cette loi-là 2021-11 portant disposition spéciale de répression des infractions à caractère de genre et protection de la femme en République du Bénin. C'est également aussi le lieu de pouvoir ramener nos enfants un peu plus à la raison, à leur faire prendre conscience sur la légèreté de leur comportement qui les amène à aller en prison et donc à voir briser le rêve de toute une famille de les voir construire de devenir un cadre de demain. Et voilà ici quelques livres mis à leur disposition pour les inciter à penser études et études encore. Vous l'avez deviné, il y a eu un petit souci d'aiguillage, c'était plutôt là. Un souci consacré à la protection juridique des jeunes contre les actes de prédation sexuelle. Le sujet précédemment annoncé sera retrouvé dans nos prochaines éditions. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.